Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus devant cette caméra afin de vous présenter mes acquisitions livresques. C'est donc parti pour le book haul du mois d'août et je vais commencer avec les livres qu'a reçu Marius au cours de ce mois. Je suis nouvellement en partenariat avec les éditions Kimal, donc c'est possible et c'est même fort probable que de temps à autre, au cours de mes book hauls, vous voyez passer quelques albums provenant de cette maison d'édition. On avait déjà de notre côté quelques albums de cette maison là. Et c'est pas tout parce que j'en commanderai des anciens aussi de mon côté. C'est une maison d'édition que j'apprécie beaucoup. Et je suis très heureuse de pouvoir défendre comme ça leur titre pour la jeunesse. Donc le premier album, c'est Au bout de tes rêves. Je vais vous le feuilleter bien entendu, mais c'est l'histoire d'un petit garçon qui ne se sent pas très courageux, qui doute beaucoup et qui va planter une graine qui va donner un grand arbre. Et il a peur de grimper à cet arbre parce qu'il craint beaucoup la chute, mais il est heureusement accompagné d'une figure paternelle très présente, très rassurante, qui va l'encourager tant et si bien que le petit garçon va réussir à grimper à l'arbre et accéder comme ça à certains de ses rêves. Donc c'est rempli d'images assez poétiques, il faut savoir les expliquer à l'enfant, c'est pas toujours très simple à l'âge de Marius, mais c'est quand même une histoire avec laquelle il a bien accroché et qu'il nous réclame très régulièrement. Le deuxième album, c'est vraiment d'entre les deux celui que je préfère parce que j'aime énormément les illustrations. Il s'agit de Le Grand Hôtel. Cet album, on découvre donc Valentin qui est commis au sein d'un grand hôtel. Il est chargé de faire le café, de débarrasser les assiettes, de éplucher les pommes de terre, passer la serpillière, ce genre de petites tâches ingrates, mais pourtant absolument indispensables au sein de cet établissement. Et le rêve de Valentin, c'est de devenir pâtissier, et un beau jour, par un concours de circonstances, eh bien son rêve va se retrouver exaucé. C'est assez rigolo, c'est assez fin aussi, il y a plein de petits détails dans les illustrations, j'en découvre encore alors que cet album on l'a emmené en vacances à Corfou et je l'ai lu littéralement tous les jours, plusieurs fois par jour à Marius. Et même si on est rentré et que je m'attendais à ce qu'il nous propose de lui lire d'autres livres, eh bien non, c'est encore vers celui-ci qu'il se tourne. Il ne s'en lasse vraiment pas et moi ça ne me dérange pas parce que j'adore cette histoire. Je passe maintenant à mes réceptions et au mois d'août j'ai reçu un service presse de la part des éditions Snag, livre que je suis tellement heureuse d'avoir en ma possession parce qu'il est écrit par une auteure que je surveille de près et dont je me procure absolument chacun de ses livres. Il s'agit de Laetitia Danaé qui revient avec un livre intitulé Fleur de Co. Je ne sais pas trop si c'est un premier tome, si c'est un standalone, mais en tout cas voilà, c'est son tout dernier titre à être sorti. Je commence à avoir lu pas mal de livres de cet auteur-là. J'ai lu donc sa trilogie Lune pourpre qui m'a valu un triple coup de cœur. J'ai lu le premier tome de sa duologie Rosaine qui m'a beaucoup plu. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que c'était peut-être pas suffisamment surprenant à mon goût. Mais j'ai quand même adoré cette lecture que j'ai trouvée assez dépaysante. Laetitia Danaé a l'art et la manière de savoir sans cesse se réinventer. Tantôt elle part sur de la fantaisie vraiment classique, tantôt elle part sur une mythologie plus orientale, tantôt elle va partir du côté du folklore mexicain avec la fête des morts, et là elle revient avec encore totalement un autre univers. On est dans une mythologie qui fait un petit peu penser à la mythologie africaine. Maintenant, est-ce que c'est inventé de toutes pièces? Je n'en ai strictement aucune idée, mais je découvrirai en tout cas ce titre avec plaisir. Je suis tellement contente qu'il rejoigne ma collection. Comme je vous parlais de Laetitia Danaé, je vais rester un petit peu avec cet auteur, puisque de mon côté, au mois d'août, je me suis acheté le tome 2, donc c'était le tome qui me manquait de la duologie Rosaine. J'ai découvert le premier tome il y a quelques mois de ça, il me semble que c'était à l'occasion d'une pile à lire participative saisonnière, et je pense que j'attendrai pas très longtemps pour pouvoir avoir le fin mot de cette histoire parce que elle m'a rendue relativement curieuse. Encore une fois, c'était pas un coup de cœur, mais c'était un très bon moment de lecture, donc tant que je suis encore à peu près dans le bain, j'aimerais que mes souvenirs ne s'effilochent pas et j'aimerais poursuivre l'aventure. Un ouvrage graphique maintenant, vous avez l'habitude de voir cette série apparaître régulièrement au cours de mes book hauls. Je me prends de temps à autre
La suite de cette série de mangas que je chéris tant et qui s'intitule L'Atelier des sorciers, on est dans un univers où la magie ou la sorcellerie en tout cas existe. Et pour l'utiliser, il suffit simplement, entre guillemets simplement, de posséder le don, mais aussi d'avoir un très bon coup de crayon puisque les sorts ici pour prendre vie se dessinent. Et donc on va voir notre héroïne dont la mère a été pétrifiée, changée en statue et qui souhaite coûte que coûte acquérir suffisamment de pouvoir pour pouvoir lui venir en aide. Et de tout temps, elle a toujours été extrêmement intéressée et même ça va au-delà, obnubilée, oserais-je dire, par la magie. Donc voilà, c'est de superbes illustrations, c'est à chaque fois un très très bon moment de lecture. Une intrigue qui se tricote en douceur, certains volumes sont plus lents que d'autres, mais je suis toujours fidèle au poste et m'acquérir la suite de cette série m'emplit à chaque fois de joie. J'ai ensuite misé sur un sacré beau bébé. Ce livre est juste énorme. On pourrait croire qu'il fait davantage de pages que ça parce qu'il n'en fait même pas 700, mais croyez-moi que lorsqu'on voit l'épaisseur, on se dit ouh là 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 là, quand même. Donc je me suis pris j'ai envie de dire très connu, très plébiscité parce que ce livre, on en entend énormément parler depuis sa sortie aux éditions de Charleston, mais c'est Pachinko et c'est écrit par Min Jin Lee. J'avoue que lorsque ce livre est sorti, je ne m'y suis pas penchée plus que ça parce que je n'aime pas vraiment la couverture. Je me suis même dit j'attendrai que ce livre sorte en poche, si tant est qu'il sorte un jour en poche, je ne sais pas, mais j'imagine que oui vu le succès qu'il a. Et puis je dois dire que j'ai craqué parce qu'on entend des avis mais tellement élogieux de cette lecture et c'est sur une culture que je connais très mal qui est la culture asiatique et plus particulièrement coréenne et que j'ai extrêmement envie d'en savoir plus. J'espère être aussi fascinée que toutes les lectrices qui ont craqué pour ce livre avant moi, mais à vrai dire, je suis pas bien inquiète parce que c'est une saga un petit peu qui se veut familiale, qui sur un siècle va nous parler de femmes et d'histoires de famille, etc. Et moi j'aime beaucoup les histoires comme ça. Donc comme j'ai pu vous le dire, ça se passe en Corée, ça se passe dans les années 30. Et on a une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un étranger, elle va même tomber enceinte de lui. Sauf que lorsqu'elle va l'apprendre à son amant, celui-ci va lui avouer qu'il est déjà marié. Donc il y a plusieurs choix qui s'offrent à elle, soit elle couvre sa famille de déshonneur, soit elle accepte de devenir la seconde épouse de cet étranger, mais elle va faire un choix un petit peu inédit, un troisième choix en fait, en décidant de se marier à un pasteur chrétien. Et voilà, c'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle donc Sunja, et c'est un livre qui me paraît mais tellement passionnant. Je sais pas encore très honnêtement quand est-ce que je le lirai. Je ne pense pas que ce sera pour cette année. J'ai envie de le laisser un petit peu mariner dans son jus, dans ma pile à lire, mais je pense que je saurai choisir sans aucun problème le moment opportun. Alors est-il vraiment utile de présenter ce prochain titre? Je me suis aussi pris le tome 6 de la saga de Robin Hobb, L'Assassin Royal. Il me semble que j'ai le premier cycle au complet avant de devoir passer à son autre saga, Les Aventuriers de la Mer, pour avoir le cheminement chronologique de la trame comme il faut. Donc je vais m'arrêter là avec ce 6e tome pour la saga de l'Assassin Royal. J'irai pas au-delà tout de suite tant que je suis pas à peu près à jour dans la série, puisque pour rappel je n'ai lu que les 2 premiers tomes m'ayant valu un coup de cœur. D'ailleurs le tome 3 ne tardera pas à rejoindre mes prochaines lectures puisque j'ai prévu de le lire cet automne. Et voilà, il faudra que je me penche ensuite du côté des Aventuriers de la Mer. Vous le savez peut-être, mais c'est l'une de mes séries fantasy préférées. Ça a été une magnifique découverte pour moi l'année dernière. Pourtant, c'est une saga qu'on ne présente plus et qui date non pas de Mathusalem, mais il y a franchement très longtemps, puisque je crois que j'étais môme quand les premiers tomes sont sortis. Oui, bah voilà, ce livre-là, par exemple, est sorti en 97. Quoi qu'il en soit, c'est une superbe acquisition et je ne doute pas que lorsque je serai rendue au tome 6, j'apprécierai toujours autant cette série. En ce moment, je lis... Alors, c'est un peu présomptueux de dire pas mal, mais on va dire que je lis davantage de Cozy Murder qu'il y a quelques temps. C'est un genre avec lequel j'accroche franchement bien. Moi qui suis très dubitative face au genre policier qui ne m'apporte pas grand chose,
et auquel je ne m'intéresse franchement pas. Mais alors par contre, le Cozy Murder ou Cozy Mystery, c'est vraiment un genre que j'aime énormément parce que c'est léger, parce qu'il y a de l'humour, parce qu'il y a des petites intrigues sans prise de tête, ça fait pas peur, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de trucs comme ça. Et de mon côté, j'ai déjà lu 2 tomes de la saga des Agatha Raisin. J'ai également lu le premier tome des Détectives du Yorkshire que j'avais adoré. Mais j'ai décidé d'élargir un petit peu comme ça mes horizons en m'offrant un nouveau Cozy Murder. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette saga qui s'intitule Les Sœurs Mitford. Il y a 3 ou 4 tomes de parus, je crois, pour le moment. Et là, je me suis donc pris le premier, c'est L'assassin du train, et c'est écrit par Jessica Fellows. C'est sorti aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas si vous connaissez cette saga. Si c'est le cas, n'hésitez pas, si vous avez lu au moins ce premier tome, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que de mon côté, j'en ai lu très peu d'avis, ou vu passer en tout cas très peu d'avis. Mais ça me tentait beaucoup dans le sens où, contrairement à Agatha Raisin et contrairement aux Détectives du Yorkshire, ce n'est pas contemporain à notre époque. Ça se passe au début du XXe siècle, vraiment entre les 2 guerres, et on va suivre Nancy et sa domestique Louisa qui vont enquêter sur le meurtre d'une infirmière. Et alors ce que je trouve étonnant, culotté et assez fascinant aussi, je dois dire, c'est que ce livre repose sur une enquête qui a réellement existé mais qui n'a pas encore été élucidée. Donc l'auteur a décidé de livrer sa propre interprétation, évidemment totalement abracadabrante, mais de cette affaire-là. Et je trouve ça vraiment chouette. Je pense que ça peut être un pari réussi. Je me suis aussi pris le livre L'Enragé qui est sorti aux éditions 404 et c'est écrit par Jennifer Tellier. Alors ce livre, je l'ai vu passer sur une vidéo Booktube, mais ne me demandez pas laquelle, je ne sais plus du tout. Je regarde beaucoup moins de vidéos livresques que fut un temps. Mais l'avis que j'ai vu passer était hyper élogieux et ça a vraiment attisé ma curiosité, donc je me le suis noté et puis bon nombre de mois après je me le suis acheté à mon tour. Je sais que c'est de la fantasy et en lisant le résumé j'ai donc découvert que dans cette histoire on a un roi qui est sur le point de mourir et qu'il va bien, faire rechercher ses héritiers par une mercenaire qu'il vient d'engager, qui est très froide, qui est très implacable. C'est une guerrière qui est surnommée l'Enragée et qui va donc partir à la recherche de jumeaux, qui seraient donc les héritiers de ce roi. Je n'en sais vraiment pas plus, mais vraiment la vie que j'ai vue passer a su titiller ma curiosité comme il le fallait et je trouve la couverture vraiment de toute beauté. Alors, il me reste 3 livres à vous présenter. Plouf plouf, je ne sais pas trop par lequel commencer. Allez, le premier, ça va être celui-là. Donc, je me suis pris de Flore Vesco un livre dont là aussi je suis tombée complètement sous le charme de la couverture. C'est D'or et d'oreiller. Et c'est la réécriture du conte La princesse au petit pois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce conte parce que c'est franchement pas l'un des plus connus. Mais moi, quand j'étais petite, mes parents m'ont offert plusieurs gros livres qui s'intitulaient 1000 ans de contes sur des thèmes voilà, à chaque fois très différents et il y avait notamment, je me rappelle, ce fameux conte de la princesse au petit pois, donc des contes vraiment, j'en ai été abreuvée lorsque j'étais enfant, mais j'aimais vraiment beaucoup cette série d'ouvrages. Et j'aime bien les réécritures de contes aussi et je trouve ça chouette que pour une fois on n'a pas une énième réécriture de La Belle et la Bête ou de je ne sais quel autre conte hyper connu. Là voilà, c'est autre chose, c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus ancien et ça a l'air très chouette. Ensuite je suis tombée par hasard sur un livre qui m'a l'air totalement, complètement absurde, mais vraiment complètement perché. Donc il est sorti aux éditions Rivka ce livre, c'est écrit par Laure Dargelos et c'est Prospérine virgule point. Alors c'est un très bel objet livre qui est en hardback, qui est illustré. Alors faut aimer les illustrations, moi je suis en ce qui me concerne pas vraiment fan, par exemple voilà, regardez cette page. Je n'aime pas beaucoup ce que je vois, mais il faut dire que l'objet livre est assez original dans son genre, et alors que dire du résumé? Je ne peux pas vous résumer cette histoire. Peut-être que j'y arriverai davantage lorsque je l'aurai lu, mais l'auteur a l'air d'avoir inventé un monde complètement invraisemblable sur les mots. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, mais il faut vraiment que je vous lise le résumé parce que ça ne vous parlera pas sinon ce que je vous raconterai. À demi-mot, petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé, les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année.
Mais Prospérine, point, qui ne fait jamais rien comme les autres, préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules. Tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique. Accompagnée d'Honoré, un citadin passablement exécrable, et de son frère, champion de plongée littéraire, Prospérine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver deux mimos. Et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin laissée en suspens par l'auteur? Ça a l'air dingue! Donc là, j'avoue que quand je lis un résumé comme ça, l'écriture de ce roman a tout intérêt à être absolument irréprochable. Ça m'a l'air d'être un livre dont l'univers est aussi atypique et perché que La Passe Miroir. Mais vraiment juste en lisant le résumé. Hein. Maintenant, j'ai pas du tout lu ce livre et si ça se trouve, on peut pas du tout comparer ces univers. Mais comme ça, au premier abord, ça me fait vaguement penser à La Passe Miroir. J'ai donc hâte d'y mettre mon nez et de voir si c'est aussi bon que ça le laisse supposer. Le dernier livre que je me suis acheté et que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, il a longtemps été dans ma wishlist, mais j'attendais avec impatience sa sortie en format poche pour enfin craquer et me le procurer. C'est désormais chose faite. Ce livre, il est écrit par Delia Owens et c'est Là où chantent les écrevisses. Je suis très contente qu'ils aient gardé vraiment la couve du grand format parce que je la trouve assez intrigante. En gros, on va suivre Kia, qui est une sauvageonne qui vit dans des marais, dans une cabane en bois en Caroline. Alors c'est la Caroline du Nord, je crois, voilà. Dans cette histoire, on va découvrir Kia qui vit en Caroline du Nord dans une cabane en plein cœur des marais. C'est une sauvageonne et elle a vraiment la réputation d'être la fille des marais, d'être vraiment une vraie sauvage. La pauvre a vécu une triste histoire soumise à des abandons successifs de la part des différents membres de sa famille et elle doit trouver elle-même sa subsistance. Donc elle ramasse des coquillages, elle se débrouille comme elle peut pour gagner son pain. Et voilà, c'est son histoire et je ne sais pas trop encore quelle tournure vont prendre les choses, je ne connais pas le cours de son destin, mais visiblement c'est un livre qui a eu énormément de succès parce que sa moyenne est juste incroyable. C'est ce qui m'a donné envie de me le procurer et de découvrir l'histoire de Kia. J'aime bien les histoires un petit peu dans ce goût-là, je dois vous l'avouer, et je suis convaincue de pas du tout être déçue par cette lecture. Et voilà, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir inspiré à votre tour et vous avoir donné quelques nouvelles idées à ajouter à vos wishlists respectives. J'attends comme d'habitude vos commentaires dans la partie basse de la vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!